Bonjour à tous, bienvenue pour ces rencontres de Moins-Sartou. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir, dans un contexte qui, vous le savez, n'est pas simple cette année, et en plus avec ce qui s'est passé donc avant-hier soir sur notre département, une reconversion totale de l'événement festival en rencontre, avec beaucoup de contraintes, mais tout de même une grande persévérance de la part de cette commune à travers ce bel événement et de maintenir quelque chose. Donc nous sommes vraiment fiers de pouvoir vous proposer toujours des débats, même si c'est dans une configuration très très spéciale cette année. Alors aujourd'hui, nous ouvrons le premier débat sur la question du monde nouveau. Alors de toute façon, c'était un thème qui avait déjà été choisi avant la crise sanitaire que nous vivons par la commune. Et puis spécifiquement, donc, ce matin, nous abordons le monde nouveau à travers, point d'interrogation, une éducation nouvelle. Et pour parler de ce débat, je vous présente toutes nos excuses et mes excuses. Je vais être obligé d'animer avec 3 hommes. Il n'y a pas une femme sur cette table ronde. Donc c'est un petit peu gênant, mais on va faire avec. Et en tout cas, on a la chance d'avoir 3 messieurs très compétents sur une question quand même dans laquelle il me semble aussi qu'il y a quand même quelques femmes qui interviennent dans ce champ-là. Monsieur Philippe Mérieux, merci d'être venu. Moi, j'ai eu la chance déjà d'animer un débat avec vous. Vous êtes chercheur, essayiste et homme politique français. Vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation assez connu et de la pédagogie. Et puis, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lyon 2, c'est ça, hein, très bien. Merci d'être présent avec nous et d'avoir aussi bravé les transports, parce que ça n'a pas été simple aussi à ce niveau-là cette année. À votre côté, Jean-Pierre Jobert, vous êtes... Ah pardon, oui, c'est vous, pardon. Jean-Pierre Jobert, donc vous êtes auteur sur Célestin Freinet, donc vous êtes venu pour nous parler, vous êtes un grand spécialiste de ce grand monsieur, et vous êtes venu nous parler de cette histoire qui pourrait tout à fait trouver un rebondissement à travers ce que nous vivons aujourd'hui. Merci d'être présent. Je vous laisserai vous compléter si vous souhaitez vous présenter. Et puis, monsieur Jean-Charles Huvert, vous êtes enseignant et engagé ici, notamment sur la pédagogie Freinet. Donc, vous nous expliquerez au concret comment cela se traduit. Alors, peut-être pour commencer très simplement avec vous, monsieur Jobert, expliquez-nous un petit peu l'historique de ce qui s'est passé effectivement avec la Deuxième Guerre mondiale, ce monsieur Freinet qui va imaginer et prendre une situation un petit peu compliquée quand même d'après-guerre à travers l'éducation, qui va essayer de révolutionner donc une pédagogie, mettre en place quelque chose. Et puis vous nous direz si c'est quelque chose qui peut être plein d'enseignements pour nous aujourd'hui, après ce que nous vivons ou au cours de ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'on n'en a pas terminé. Oui. Célestin Freinet, je l'ai découvert récemment à travers des documents qui étaient conservés aux archives départementales des Hautes-Alpes, les archives du comité départemental de libération, archives que nous n'avions pas eu l'occasion de dépouiller puisqu'elles étaient protégées par la loi des 70 ans, toutes les archives de la guerre. Et c'est là que moi qui ai connu Freinet lorsque je pratiquais dans ma classe la pédagogie Freinet, lorsque je me suis occupé à la CEL et au PEMF de la bibliothèque de travail, j'ai découvert un Freinet nouveau, un Freinet inhabituel. J'ai découvert un Freinet qui avait été arrêté, qui avait été mis dans des camps où tous les politiques étaient mis. J'ai découvert un Freinet qui avait été mis en liberté surveillée à Vallouise. J'ai découvert un Freinet qui avait fait de la résistance, qui avait pris la tête en juin 1944 du maquis de Vallouise et qui se trouve à la Libération, membre du comité départemental de libération, qui se trouve à la préfecture des Hautes-Alpes, avec une douzaine de personnes autour du préfet Edmond Pascal, un enseignant, et un Freinet qui va avoir en charge
l'épuration, qui va avoir en charge la vie sociale et économique, la jeunesse. Et on va avoir un Freinet qui, dès octobre 1944, est mis à la tête du comité de coordination économique des Hautes-Alpes, un Freinet qui va animer les commissions qui vont redonner vie à la vie sociale et économique de ce département, un Freinet qui va s'occuper de ravitaillement, qui va s'occuper de lait, de pommes de terre, d'œufs, de beurre, d'huile, d'eau de vie, qui va s'occuper de redonner vie au charbon du Briançonnais, aux ardoisières de Valouise, qui va récolter la laine pour que les soldats qui étaient encore au front puissent être équipés de chaussettes et de gants. Mais aussi un Freinet qui n'oublie pas l'éducation et son rôle d'instituteur. Et en 1944, fin 1944, à la demande de Raymond Aubrac, qui était commissaire régional de la République, à la demande de Lucie Aubrac, Freinet va ouvrir à Gap, au Grand Séminaire, un centre scolaire qui va accueillir 85 enfants des villes de Nice, Toulon, Marseille, des enfants qui étaient orphelins, des enfants qui étaient à la rue, qui étaient un peu à vagabondage. Et là, 3 classes sont mises en place par Freinet. 3 classes qui vont redonner vie, qui vont redonner la joie aux enfants. Et nous avons un témoignage très intéressant. C'est le témoignage de la journaliste de Rouge Midi. Rouge Midi était un journal communiste de la région de Marseille. Et cette journaliste vient rencontrer Freinet dans ce centre scolaire. Et elle est accueillie dans le réfectoire où se trouvent de magnifiques fresques aux couleurs éclatantes. Et Célestin Freinet lui explique que ces fresques sont bel et bien l'œuvre des petits élèves. Il dit « Ces enfants ont presque tous été arrachés à une vie misérable et souvent dépravée. Certains ont eu leur père fusillé, d'autres ont perdu leurs parents à la suite d'un bombardement. Bref, tous sont arrivés ici sérieusement déficients et souvent pervertis par des mois de vagabondage et de misère. » Et la journaliste continue et dit « C'est une véritable résurrection que vous avez opérée. Quel est votre secret ?» Et Freinet précise « Notre méthode est très simple. Elle consiste à substituer à l'enseignement scolastique traditionnel un enseignement plus proche de la vie qui permette à l'enfant de développer librement sa personnalité par des exercices aussi bien manuels qu'intellectuels, entre lesquels il sera amené à faire un choix en fonction de ses affinités et de ses aptitudes propres. Et la discussion continue, et Ginette Mounoury, la journaliste, dit « Y a-t-il d'autres différences entre votre enseignement et la méthode traditionnelle ?» Et Freinet répond « La différence fondamentale réside dans la liberté dont jouit chez nous l'enfant pour organiser lui-même son travail. » Et Ginette Mounoury de conclure « On a vraiment compris, après une journée passée au centre de Gap, que quelque chose de grand et de fécond est né. Cette expérience ne doit pas rester isolée. N'attendons pas davantage
pour adapter notre éducation au monde nouveau qui est en train de naître. Et ce monde nouveau, Freinet va le relancer depuis la préfecture des Hautes-Alpes. Il va le relancer en relançant la revue L'Éducateur. Et les 5 premiers numéros de cette revue vont redonner la vie au mouvement Freinet. Et c'est de la préfecture des Hautes-Alpes, d'abord en relançant la correspondance scolaire. C'est la première direction sur laquelle Freinet insiste. La correspondance scolaire va permettre aux enfants qui ont vécu la guerre de se rencontrer, de ceux qui ont été plus favorisés, d'aider ceux qui ont souffert. Et Freinet va redonner les bases de cette éducation. Il dit enlève la veste et prends l'outil. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut être adapté aujourd'hui, selon vous, qui est riche d'enseignements par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place? Ce que je remarque, c'est que dans la démarche de Freinet après la guerre, on retrouve exactement les mêmes problèmes qu'on vient de vivre avec le Covid. Quand Freinet dit aux enrichis de la guerre, à ceux qui se sont enrichis autour de la misère des autres, participer à relever la France, on peut dire la même chose à ceux qui se sont enrichis autour du Covid et qui pourraient aussi participer, j'allais dire, à l'effort de solidarité. Donc on retrouve cette même démarche. Et Freinet dit, après la guerre, on a mis tout en œuvre pour reconstruire des ponts, pour rétablir des routes. Mais il ne faut pas oublier aussi de remettre en route l'homme, l'humain. Et j'allais dire, on peut se poser la même question. Aujourd'hui aussi, on remet en route une certaine économie, mais est-ce qu'on a remis en route toute l'économie où l'homme joue un rôle important? Ça paraît tellement évident, c'est ça qui est toujours surprenant dans les débats que j'anime, c'est que des dynamiques aussi évidentes ne sont pas mises en place et développées, donc il y a des blocages partout, on y reviendra certainement. Je tiens à dire que votre livre est magnifique, vraiment splendide, et que la table de dédicace et de vente de livres se trouve au fond de la salle, hein, je le précise, pour la fin du débat. Vous, monsieur, vous avez choisi d'adopter donc la méthode Freinet dans votre enseignement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre parcours, votre histoire? Comment vous découvrez Freinet et comment vous avez pu l'intégrer dans votre éducation? Alors, je vais quand même commencer par une petite précision. On ne parle pas trop de méthode Freinet. Méthode au sens de quelque chose de figé, etc. On va parler de technique Freinet, de pédagogie Freinet, de mouvement Freinet, donc quelque chose qui est évolutif, qui intègre des découvertes actuelles, etc., et qui se remet en cause systématiquement. On ne délivre pas, par exemple, de diplôme en pédagogie Freinet. Les camarades enseignants et enseignantes qui rejoignent le mouvement Freinet vont faire un chemin en pédagogie Freinet qui va les amener à travailler avec d'autres collègues, s'entraider, coopérer, etc., et leur expérience sera aussi remise dans le pot commun, etc. Alors la pédagogie Freinet, alors, public, hein, nous sommes, j'allais le préciser tout à l'heure, mais effectivement, un mouvement pédagogique qui est ancré dans l'école publique depuis sa création. C'est un choix historique, un choix politique, un choix social. On est effectivement reconnu par l'éducation nationale en tant que mouvement pédagogique. On est même subventionné, même si régulièrement le gouvernement diminue nos subventions de façon même très drastique, en mettant en péril le fonctionnement d'un mouvement comme le nôtre, mais pas que le nôtre, les camarades des CMA, du GFN, etc., qui sont des groupes de l'éducation nouvelle, sont attaqués de la même manière. Donc on est effectivement reconnu et on agit dans l'école publique depuis l'origine du mouvement. Alors moi, ma rencontre avec le mouvement Freinet, c'est pas dans l'école, c'est à côté de l'école, c'est dans le hors-école. J'étais éducateur avant, et à la différence de l'école normale, qui est l'école
qui formait les maîtres à l'époque où moi j'y étais. Dans les écoles d'éducateurs, la pédagogie freinée, l'éducation nouvelle, c'était vraiment à la fois enseigné et pratiqué. Donc j'ai rencontré le mouvement freiné au travers de cette formation et du travail que j'ai mené à cette époque-là. Donc après, naturellement, j'ai rejoint des camarades qui s'étaient organisés dans les Alpes-Maritimes dans un groupe départemental de pédagogie freinée. J'ai rejoint le mouvement national et j'y suis depuis maintenant un moment. Donc je suis toujours enseignant. J'ai enseigné jusqu'à il y a 3 ans à l'école Aimé Le Gall, qui est juste derrière, l'école élémentaire. Il y a aussi la maternelle. Et depuis 3 ans, preuve qu'on est bien reconnu aussi quand même par l'éducation nationale, je suis détaché de l'éducation nationale auprès du mouvement freiné, dans lequel mon travail consiste essentiellement à l'heure actuelle à coordonner une revue pour enfants, la revue BTJ, qui est une revue pour des enfants du cycle 3, et la maison d'édition du mouvement freiné, les éditions ICEM, et la création d'outils pour la classe, à la fois pour les enfants et les enseignants. Voilà un peu le parcours. Donc il y a dans les Alpes-Maritimes un groupe départemental de pédagogie freinée qui est actif. Il y a une 30aine de classes qui pratiquent la pédagogie freinée, de la maternelle au collège, voire au lycée. Oui, on a des collègues profs de lycée qui se réunissent régulièrement, qui organisent des formations internes, des tables rondes ouvertes à tout le monde. Donc c'est un mouvement qui, à la suite de ce qu'a pu présenter notre camarade Jean-Pierre, est vraiment actif encore aujourd'hui. Ça représente, je ne sais pas si vous pouvez le dire en pourcentage, combien d'enseignants adoptent cette pédagogie ? Alors, c'est assez difficile à savoir. On peut donner le nombre de militants et de militantes du mouvement freiné français lui-même, qui est autour des 2000 adhérents. Mais si on prend par exemple le groupe départemental 06, on est une 30aine d'adhérentes à l'ICEM Pédagogie Freinée, le mouvement freiné français, une partie du mouvement freiné français. Mais autour de ça, il y a des collègues qui ont été formés et qui mettent en place des techniques freinées, qui commencent à cheminer à leur côté, des collègues qui ont été à un moment donné militants ou adhérents de l'ICEM. Donc il y a autour du mouvement freiné on va dire des cercles plus ou moins importants, plus ou moins investis dans la pédagogie freinée. Donc c'est assez difficile numériquement à savoir. Et qu'est-ce qui fait selon vous que ça ne soit pas plus diffusé ? Est-ce que c'est un manque de communication ou un blocage des mentalités ? Alors je pense que c'est un peu de tout. Il y a peut-être un vrai travail qu'on est en train de mener dans le mouvement freiné sur la communication vers le monde extérieur, vers les parents, etc. Donc, par exemple, pendant longtemps, on a travaillé à l'école Aimé Le Gall sans que les collègues forcément parlent de pédagogie freinée. Donc c'est parfois une erreur, c'est même certainement une erreur de ne pas dire réellement ce qu'on fait, quoi. C'est pas la peine d'avancer caché. À la fois, on est dans le paradoxe de l'éducation nationale qui reconnaît les mouvements pédagogiques, dit même s'appuyer sur les mouvements pédagogiques et les associations d'éducation populaire, mais qui, dans les faits, freine quand même à la diffusion de notre travail, à la mise en œuvre de ce qu'on peut faire. Alors certainement pour des raisons très très politiques. Je veux dire, l'école aujourd'hui... c'est pas l'école pour toutes et tous. C'est pas une école sur l'équité, l'égalité des chances, etc. Donc c'est pas une école qui est censée éveiller les consciences des enfants et des familles. Donc nous on œuvre à l'inverse de ça pour rendre responsables les enfants, les parents, les collègues. Donc on se heurte là à 2 mondes différents. Et puis il y a effectivement un vrai travail dans la population. Je veux dire, il y a une perte de conscience politique, il y a une perte de conscience de ce qu'est l'école. On le voit aujourd'hui, avec le Covid, une grande majorité de gens acceptent que l'école devienne une garderie au service de l'économie. Et c'est réel, je veux dire, on le voit pour les collègues qui sont en classe dans des discussions qu'ils peuvent avoir avec certaines familles, et on les comprend, qui sont obligés d'aller au travail et qui, effectivement, vont avoir du mal à... Si l'école ferme parce qu'il y avait un cas contact positif au Covid, de faire garder leurs enfants, ils vont être mis en difficulté. Mais l'école, c'est donc devenue en partie une variable d'ajustement pour des problèmes économiques.
Dernière petite question avant d'aborder l'échange avec M. Mérieux, c'est les parents, comment ils sont informés? Ils sont informés, je suppose, qu'un enseignant comme vous adopte la technique Freinet. Quelle pédagogie vis-à-vis des parents pour leur expliquer pourquoi vous choisissez cette technique? Alors, il y a plusieurs types d'écoles. Il y a des établissements qui sont des établissements en pédagogie freinée. Donc là, la couleur est affichée directement quand les parents inscrivent leurs enfants. Donc nos écoles, elles sont dans l'école publique. Donc elles sont ouvertes à toutes et tous. C'est des écoles qui sont soumises à la sectorisation, etc. Donc dans l'endroit où elles sont, elles acceptent les enfants et les familles du milieu social, économique, etc. Après, la plupart de nos collègues, malheureusement, se retrouvent dans des écoles soit seuls, soit 2, 3, etc. Là, on est quand même des enseignants de l'éducation nationale. On est quand même censé, et c'est vrai, c'est ce qu'on fait aussi, amener les enfants à pouvoir passer au collège quand on est à l'école élémentaire, passer au lycée, etc. Donc on met en place les programmes de l'éducation nationale, pas forcément de la manière dont le ministre aimerait, par exemple, pouvoir enseigner la lecture, etc. Et le travail qui est fait, c'est d'accueillir les enfants et les parents dans nos classes, de travailler, et par des relations régulières avec les familles, alors là il y a plein de manières de fonctionner, de leur faire aussi découvrir que la classe de leur enfant, elle est au service de leur enfant, elle est au service de ses apprentissages, etc. Mais elle est aussi au service de la construction, oui, d'un autre monde et d'une autre société, puisque on pense dans le mouvement Freinet que l'école que l'on souhaite mettre en place et que l'on met déjà en place, elle est un des éléments d'une transformation de la société vers un monde, puisqu'on est dans le thème nouveau, avec une société sans hiérarchie, de personnes responsables, autonomes, émancipées, etc. La technique Freinet, c'est que l'école élémentaire ou ça va jusque... Non. Le mouvement Freinet a des classes de la maternelle jusqu'à l'université, parfois des établissements même secondaires complètement en pédagogie freinée. Et depuis quelque temps, on s'aperçoit qu'il y a aussi des structures dans la toute petite enfance, en crèche, qui travaillent en s'inspirant de la pédagogie freinée. Donc on a aussi des éducateurs, des éducatrices de jeunes enfants. Et puis ça existe aussi dans le monde d'accueil de la délinquance, etc., puisque des éducateurs et des éducatrices mettent en place des techniques freinées dans leur lieu de vie, leur lieu d'accueil. Voilà. Très bien, c'est très éclairant. Si vous permettez quand même. Mais tout est permis. Ça va empiéter un peu peut-être. À la suite de Jean-Pierre, je voudrais vous donner peut-être 2-3 instantanés de vie d'un établissement qui travaillerait en pédagogie freinée pour montrer que l'éducation nouvelle, l'école moderne, dans un monde qui est toujours pas nouveau, ou alors la nouveauté, ça serait le monde d'avant mais en pire, les solutions existent déjà et elles sont à portée de la main. Donc, je donnerai l'exemple d'un établissement que je connaissais bien, dans lequel j'ai travaillé, qui était à Vence, et qui n'est pas l'école freinée de Vence, l'école historique qu'a pu évoquer tout à l'heure Jean-Pierre. Donc c'est une école ordinaire dans une petite cité du moyen pays des Alpes-Maritimes. Donc, voilà, petits instantanés de vie de cette école. Matin, on arrive, 8h, un petit groupe d'enfants qui animent la radio scolaire, quitte l'accueil du matin, donc les animateurs, les animatrices, montent dans la salle de la radio, met au point les derniers détails de leur intervention et commence à émettre. Pendant ce temps, dans le jardin de l'école, quelques enfants, une enseignante et une animatrice, remarquez, je fais exprès de mettre au féminin pour compenser... Voilà, oui, mais c'est aussi la réalité. Travaillent dans le jardin, ils sont en train de récolter quelques légumes. Et tout à l'heure, à l'atelier cuisine interclasse, sera fabriqué les tartes du goûter. Dans le hall d'entrée, un petit groupe d'enfants présente un exposé sur le climat à une autre classe, pas la leur. Ils ont travaillé en direction d'une autre classe. Dans les ateliers interclasses, on a des enfants qui peignent, qui dessinent, qui font de la technologie, qui bricolent, qui font de la couture, parfois avec des adultes, parfois sans les adultes. Dans d'autres classes, les enfants sont en activité de classe, travail personnel, présentation de textes, présentation d'exposés, recherche mathématique.
Tout ça dans un climat plutôt d'entraide, de coopération, d'échange. Les adultes sont là pour les accompagner, pour essayer d'intervenir au juste moment, pour valoriser, relancer. On est en fin de journée, le directeur est avec une animatrice et une enseignante et le petit groupe de délégués de l'école, et ils sont en train de travailler sur l'amélioration des règles de vie de la cour, puisqu'il y a eu quelques problèmes. Dans une autre salle, un adulte et 3 enfants sont en train de régler un conflit qui s'est déclenché dans la cour de récréation. Dehors, et puis je finirai avec ça, les parents d'élèves et des enfants et des enseignants préparent l'exposition des travaux mensuels des classes. Tout ça, ça peut paraître idyllique, ça peut paraître utopique, mais en fait non. Ça existe aujourd'hui en France, dans plusieurs écoles, plusieurs classes qui travaillent en pédagogie freinée. Donc l'éducation nouvelle, l'école moderne, elle existe vraiment, et elle est à portée de la main. Alors dans un pays qui est quand même très sage, un pays où il faudrait peut-être qu'ensemble, les mouvements d'éducation populaire, l'école, les parents, les enseignants, les syndicats acceptent à un moment donné de dire non et refusent et prennent l'initiative, c'est vraiment le moment, si on veut vraiment construire quelque chose de nouveau derrière. Ouais. Alors, Monsieur Mérieux, au vu de ce qui a déjà été dit, est-ce que nous avons là des bases sérieuses, selon vous, pour cette éducation nouvelle? Est-ce qu'on pourrait imaginer une éducation qui adopte partout la technique Freinet, par exemple? Peut-être qu'elle n'est pas unique, mais est-ce que c'est là que se tient peut-être cette chance, cette opportunité, la pertinence de changer l'évolution? Et puis, votre pessimisme ou votre optimisme par rapport à ce changement, parce qu'il y a qu'à, il faut, ça serait magnifique, et puis on se rend compte que finalement les choses ne bougent pas et que les ministères, quels que soient les gouvernements, restent des usines à gaz qui, certes, font des grandes réformes de l'éducation, mais pas celle-là. Oui, peut-être d'abord en réaction à ce que vient de décrire Jean-Charles, à cette école qui existe déjà, et il a eu raison d'y insister. Une question que posent souvent les parents, les citoyens, c'est est-ce que dans cette école que vient de décrire Jean-Charles, les élèves apprennent aussi à lire, écrire, compter, etc. Et est-ce qu'ils y apprennent aussi bien qu'ailleurs? Il faut répondre clairement non. Ils y apprennent bien mieux qu'ailleurs à lire, écrire, compter, etc. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer l'innovation pédagogique, si tant est que ce soit une innovation, parce qu'on va y revenir dans un instant, et la réussite et l'exigence intellectuelle que l'on peut avoir pour nos enfants et pour demain. Je tenais à dire cela parce qu'on est parfois dans des débats en France assez exotiques, où l'on tente à présenter ceux qui militent pour une pédagogie comme celle que vient de décrire Jean-Charles, contre ceux qui seraient les tenants des savoirs, de la culture et de l'exigence intellectuelle. Redire que c'est bien là, dans cette pédagogie, qu'il y a de l'exigence intellectuelle, ça me paraît extrêmement important. Alors pour répondre à votre question maintenant, peut-être on peut faire un tout petit détour historique. À un monde nouveau, éducation nouvelle, ça retentit comme une vieille histoire. En 1921, il y a donc un siècle, quasiment un siècle, à Calais, se réunissent un certain nombre de militants de l'éducation nouvelle, déjà, qui fondent la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. À ce moment-là, ils sont traumatisés par la boucherie épouvantable de la guerre de 1914-1918. Et ils disent déjà, il faut un monde nouveau, basé sur la solidarité entre les humains, et pour cela, il faut une éducation nouvelle. Il faut une éducation nouvelle qui accompagne les réformes politiques. Nous sommes en 21, peu de temps après la révolution bolchevique. Il y a aussi, à cette époque-là, toute une série de mouvements politiques en Europe. Ce que disent les militants de l'éducation nouvelle à Calais, c'est que la politique a sa place, elle a toute sa place. Il faut qu'elle transforme le monde,
mais que cette transformation du monde doit être accompagnée par un travail d'éducation des personnes qui va les rendre à la fois plus libres et plus solidaires. Et ce terme de solidarité qui est employé déjà en 1921 résonne très fort aujourd'hui. Parce que c'est vrai, les gens de Calais disaient « Nous venons de subir un choc terrible, il y a eu un signal. Nous venons aussi de subir un choc terrible. Il y a un signal aujourd'hui. » Ce signal, c'est bien évidemment la pandémie que nous vivons, c'est aussi le dérèglement climatique dont nous avons vu les effets encore il y a 48 heures. Ce signal qui nous montre que nous sommes dans un monde à la fois très fragile, infiniment plus fragile que nous le pensions, mais qui est aussi un monde réellement solidaire. Comme le disait Albert Jacquard, la solidarité, ce n'est pas d'abord une valeur, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Et ce que nous avons découvert, c'est que rien de ce que nous faisons, nous, n'est sans impact sur l'écosystème dans son ensemble. Alors nous avons le choix, soit activer ces solidarités au sens le plus large, soit pratiquer le repli sur soi, individualiste, communautariste, développer la concurrence entre les individus et les personnes au détriment de cette solidarité. Et je crois que l'éducation nouvelle, toujours nouvelle parce que toujours à renouveler, mais toujours à renouveler en s'inspirant aussi de ce passé et de ce militantisme extraordinaire qui vient d'être rappelé il y a un instant, l'éducation nouvelle nous dit oui, activons les solidarités et activons-les le plus tôt possible. Pas une solidarité à petite échelle. Bien sûr, des harceleurs peuvent être solidaires, des terroristes peuvent être solidaires, mais la vraie solidarité, c'est celle qui ne fait aucune exception. Une seule exception dans la solidarité, et elle n'est plus la solidarité. La solidarité, c'est celle qui s'étend au monde entier et à tous les autres. Et apprendre que la solidarité, c'est quelque chose qui ne fait aucune exception, qui doit s'étendre à toutes et à tous, c'est, je crois, un des enjeux fondateurs à la fois de la pédagogie freinée, mais aussi de toute une série d'autres travaux pédagogiques dont on peut discuter, des tenants, des aboutissants, mais qui s'inspirent quand même de ce principe-là. Alors, activer les solidarités, c'est d'abord partager des savoirs. L'école est le lieu où l'on partage des savoirs, même si on a des histoires et des croyances différentes. Et rappeler qu'on peut partager des savoirs et que nul ne doit être exclu du partage des savoirs, c'est déjà faire un pari extraordinaire, c'est faire le pari de l'éducabilité de toutes et tous, c'est se dire que tout le monde peut accéder aux œuvres, que tout le monde peut accéder à la création, que tout le monde peut accéder à ce qui lui permettra de comprendre l'univers et la vie qui nous entoure. Créer du commun, c'est aussi apprendre à faire ensemble, pas simplement à vivre ensemble. Moi, vivre ensemble, ça m'intéresse moyennement, parce qu'on peut vivre ensemble sous la coupe d'un gourou charismatique ou lobotomisé, chacun devant son écran d'ordinateur. Dans les classes freinées que vient de décrire Jean-Charles, on ne vit pas simplement ensemble, juxtaposé, on fait ensemble. On fait ensemble, on travaille ensemble, on construit ensemble. Et pas du tout comme on pourrait l'imaginer dans le pire des cas, en laissant se développer une tranquille division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs, comme on le voit parfois malheureusement dans un certain nombre d'activités, mais en donnant à chacun la possibilité d'occuper des responsabilités et d'être exigeant à l'égard de lui-même et des autres. Et puis c'est décider ensemble. Jean-Charles a évoqué, mais on peut aller un peu au-delà, l'idée du conseil chez Freinet. C'est l'idée d'un lieu d'apprentissage authentique de la démocratie. D'une démocratie qui est la capacité de dépasser son point de vue personnel pour accéder au bien commun. Et pour comprendre que le bien commun n'est pas la juxtaposition des intérêts individuels. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile parce que l'intérêt individuel est là, il est légitime même. Mais en même temps, le bien commun, ce n'est pas juste cette juxtaposition. J'ai le droit d'exprimer mon intérêt individuel, mais il doit aussi se confronter à celui des autres, et nous devons ensemble réfléchir à ce qui est notre bien commun. Et ça, c'est un travail très exigeant.
Alors dans le conseil, ce n'est pas une discussion de bistrot, le conseil, hein. Ce n'est pas un lieu où chacun raconte n'importe quoi et exprime ses états d'âme. C'est quelque chose de très ritualisé, c'est quelque chose de très organisé, de très structuré, où avec des règles, avec un rituel, eh bien, on s'efforce de s'exaucer au-dessus de soi-même pour entrer dans un collectif solidaire. Et ça, c'est un mouvement qui est constitutif de l'apprentissage de la démocratie. C'est pour ça que cette éducation nouvelle, qui date maintenant d'il y a un siècle, nous en avons plus que jamais besoin. Et c'est pour ça que malgré le sentiment qu'on peut avoir, qu'on bégaye parfois en matière éducative, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher sur ce domaine-là. C'est pour ça que toute une série de mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ont décidé, en mars prochain, de retourner à Calais. Et ce n'est pas pour rien qu'on va à Calais, c'est à la fois parce que ce fut le congrès de 1921, mais parce que c'est un lieu emblématique sur toute une série de questions, en particulier la question de l'immigration, hein, de retourner à Calais pour réaffirmer que nous croyons que la solidarité peut être plus forte que la concurrence et que nous croyons qu'on peut l'activer dès l'école et qu'on peut permettre à nos enfants de découvrir cela dès l'école pour être des citoyens responsables et solidaires. Le ministère de l'Éducation va envoyer quelqu'un à Calais l'année prochaine? Nous ne savons pas, peut-être, nous espérons qu'il envoie quelqu'un. En tout cas, il y avait en 1921 des représentants officiels du ministère de l'Éducation de l'époque, le recteur de Lille en particulier, qui a été très actif dans le congrès de Calais. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que, comme l'a dit Jean-Charles, le ministère reconnaît encore un certain nombre de mouvements pédagogiques et d'éducation populaire, mais en même temps, son type de prescription n'est pas tout à fait celui dans lequel nous nous reconnaissons. Hein. Son type de prescription, c'est celui de procédures relativement standardisées que nous appliquerions sur le mode d'exécutant docile. Et c'est relativement peu celui d'acteur, de concepteur, d'inventeur de notre pédagogie. Et je crois que la fidélité à Freinet, ce n'est pas la reproduction de Freinet. La fidélité aux hommes et aux femmes de l'éducation nouvelle, c'est de continuer à inventer au quotidien, inventer résolument des occasions d'activer les solidarités et de rendre nos enfants plus lucides, plus libres et plus capables de coopérer entre eux. Cette question de la coopération, qui n'est pas la coopération, l'entraide pour l'éducation nouvelle, c'est-à-dire pour l'éducation de demain, pour le monde de demain, ce n'est pas simplement un supplément d'âme, hein. On ne fait pas les programmes scolaires avec une demi-heure de coopération en fin de journée. Hein. On trame tout l'apprentissage et toute la journée scolaire avec cette idée que la réussite de chacun dépend de l'implication de tous et que l'implication de tous favorise la réussite de chacun. Quand on écrit un texte, et puis je terminerai par là pour être concret aussi, moi, jeune enseignant, découvrant la pédagogie Freinet, une des choses qui m'a le plus interpellé, c'est la réécriture, le lissage, la mise au point, comme on dit souvent, du texte libre. Alors, on fait un texte libre. Bon, chaque enfant, après le quoi de neuf du matin, si on fait un quoi de neuf le matin, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as découvert, est-ce que tu pourrais l'écrire? Il l'écrit, s'il le souhaite, il met au tableau. Et la petite Sarah ou le petit Mathieu vient au tableau et là, écrit son texte. Et puis, c'est ce que nous explique Freinet, chacun dans la classe peut faire des suggestions et peut dire, oh ben là, écoute, ce mot, moi je trouve qu'il ne va pas bien, on pourrait en mettre un autre, ou là, il faudrait mettre des virgules, ou là, il faudrait expliquer, ou là, bon, ben, l'orthographe, c'est vraiment à revoir. Alors, le maître, il ne tranche pas, il se retourne vers la petite Mathieu et la petite Sarah, et il lui dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et qu'est-ce que tu penses de ce que vient de te dire ton voisin, ton collègue, ton ami, ton camarade? Est-ce que ça améliore ton texte? Est-ce que c'est fidèle à ce que tu as voulu dire? Si c'est le cas, pose-toi la question et on va voir si on va l'intégrer. Alors, ça paraît rien de faire ça, mais c'est fondateur. Moi, je l'ai découvert tout jeune enseignant, instituteur à mes débuts, et je l'ai découvert autour d'un principe très simple, pour moi, qui est l'intériorisation par chacun de l'exigence. Parce qu'à l'école, soit on réserve l'exigence au maître, c'est lui qui est exigeant, et puis quand le maître s'en va,
l'enfant n'a plus d'exigence, il est au fond livré à lui-même, puisqu'il attend en permanence que l'adulte, le maître, soit exigeant avec lui. Et quand il n'y a plus d'adulte ou de maître, il laisse filer. Soit, et c'est ça qui fait que l'éducation nouvelle est une éducation de l'exigence, et je vais même dire de l'excellence, même si ce terme peut être connoté négativement, soit on fait en sorte que par l'interaction entre les individus, et là on retrouve les intuitions de Piaget, de Vygotsky et de tous les grands psychologues de la modernité, eh bien on intériorise l'interlocution d'autrui et que cette coopération permette à chacun d'être à la fois plus exigeant et plus ouvert encore aux autres. Et ça, c'est pour moi un enjeu fondateur. C'est aussi un enjeu pour lutter contre les fake news, contre les théories du complot, contre toutes les fausses certitudes qui encombrent les idées de nos élèves. C'est en faire des gens capables, comme le disait déjà Kant quand il définissait les Lumières, de penser par eux-mêmes. Voilà. Selon vous, pardonnez-moi cette question un peu impertinente, mais j'aimerais juste quand même essayer de comprendre. Si le mouvement Freinet ne se répand pas et ne gagne pas notre cher ministère de l'Éducation, c'est par ignorance, vraiment, par incompétence, ou c'est une vraie volonté de ne pas voir nos élèves trop inventifs, trop plus responsables et plus engagés dans la société politique ? Alors, c'est une question compliquée, et Jean-Charles y a déjà répondu partiellement. Alors, il y a d'abord une première réponse à caractère purement juridique. Le Code de l'éducation dit, dans l'éducation nationale, il n'y a aucune pédagogie officielle. Et pour ma part, je trouve que ça, c'est une bonne chose, qu'il n'y ait pas de pédagogie officielle dans l'éducation nationale. C'est la tradition républicaine depuis Ferdinand Buisson. Il n'y a pas de pédagogie officielle parce qu'il y a une liberté pédagogique des enseignants. Je pense qu'il faut garder cela. Il faut garder cela parce qu'un ministère qui imposerait une pédagogie officielle, et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui d'ailleurs, serait un ministère qui ne respecterait pas cette liberté pédagogique des enseignants et qui donc, d'une certaine façon, cirerait la branche sur laquelle on est assis, puisqu'il ne pratiquerait pas le pense par toi-même qu'on veut faire pratiquer aux élèves. Donc il y a ce premier aspect-là. Le deuxième aspect, probablement décisif, c'est que la logique quand même de la pédagogie de la coopération, c'est une logique qui va à l'encontre du paradigme de la concurrence et de l'éviction et de l'exclusion progressive, de ce qu'on pourrait appeler, certains ont appelé le principe de distillation fractionnée, qui opère tout au long de la scolarité. Parce que l'école est encore essentiellement une machine à sélectionner. C'est une machine qui exclut, c'est un système, une sorte de comment on appelle ça, je cherche le nom de cette machine, il m'échappe, mais peu importe, c'est un système qui n'intègre que ceux qui sont homogènes avec lui et qui pratique systématiquement l'exclusion du tiers qui pâtit ou qui ne parvient pas à réussir. Parce que la pédagogie Freinet et d'autres pédagogies de la coopération ne supportent pas cela, ils sont quand même en rupture par rapport à ce paradigme fondamental. Alors cette rupture, il faut la maintenir, et je crois qu'elle est nécessaire. Juste pour terminer, je cite parfois ces phrases qui concluent un très beau livre d'Italo Calvino qui s'appelle « Les villes invisibles ». Italo Calvino dit... je cite de mémoire, donc ça va être une citation approximative, l'enfer, c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui. Nous vivons déjà dans l'enfer de la concurrence, l'enfer de l'acharnement contre les minorités, l'enfer de la lutte permanente des humains entre eux. Et il ajoute, il y a deux manières de vivre avec l'enfer. Soit on fait corps avec lui et on l'accepte, soit on essaye d'identifier dans l'enfer ce qui n'est pas l'enfer. Et on le fait exister et on lui fait de la place. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est cela. C'est faire de la place dans un système qui est quand même un système un peu infernal à ce qui n'est pas l'enfer. C'est ce que font les militants de la pédagogie Freinet, c'est ce que font des collègues parfois isolés, parce
parce que c'est compliqué quand même. Jean-Charles a décrit un fonctionnement d'école extraordinaire, mais je connais beaucoup de collègues qui sont seuls ou qui sont à deux dans un cadre où la hiérarchie n'est pas nécessairement favorable, où il y a le sentiment qu'on ne peut pas faire cela parce qu'on serait mal vu, mal... Il y a une suspicion. Et alors, tous ces collègues-là, moi, je leur dis, faites exister quand même, partout où c'est possible, ce cadre où la coopération donne à tous le sentiment d'appartenir à une humanité solidaire et prépare des citoyens du futur. Faites exister ces espaces. Et puis, le ministère, bon, il fera ce qu'il voudra, plus exactement ce que nous déciderons en tant que citoyens, puisque c'est nous quand même qui décidons, in fine, en tant que citoyens, de qui nous dirige. Mais essayons de montrer qu'il y a des espaces possibles, et dans ces espaces, faisons le mieux possible. Et parions sur le fait que ça va permettre des découvertes et peut-être un effet politique à terme. En tout cas, moi, je l'espère. Vous vouliez réagir ? Oui, en partie. Enfin, je pense que le mouvement Freinet, par exemple, il est historiquement inscrit dans l'école publique. C'était un vrai choix, c'était le choix de s'adresser à toutes et toutes, quelle que soit l'origine sociale, économique des familles, etc. Donc on continue avec cet objectif-là. On pense qu'en étant dans l'école publique, on s'adresse à un public le plus large possible et le plus hétérogène possible. Sauf que travailler en pédagogie freinée aujourd'hui dans l'éducation nationale, ça l'était déjà difficile il y a quelques années, même dès les débuts, ça l'est encore plus aujourd'hui. Ça touche les militants et les militantes du mouvement Freinet, mais ça touche aussi les militants et les militantes d'autres mouvements pédagogiques et d'autres associations d'éducation populaire, et ça touche l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et ça touche aussi l'ensemble des personnels de services d'animation, ces gens qui sont si importants au fonctionnement de l'école. On est, et ça je pense qu'il faudrait que réellement les familles, les parents, les collègues aussi s'en aperçoivent, dans une destruction rapide d'un des derniers services publics en France. Et ça s'inscrit dans la logique de la destruction des services publics partout dans le monde, là où il y en avait. Donc aujourd'hui, on assiste à des disparitions, des attaques sur la liberté pédagogique, on a des problèmes sur les remplacements, on a des problèmes sur la formation des personnels, on a des filières qui disparaissent. On est vraiment dans une situation d'accélération de cette destruction-là. Et nous, on est là, en tant que mouvement pédagogique, en tant qu'enseignants et enseignantes, et on lutte aussi contre ça. Je veux dire, notre tentation, c'est certainement pas de se replier vers des écoles privées, parce qu'on pourrait le faire. Je veux dire, ici, dans cette région, on est régulièrement, en tant que mouvement Freinet, interpellé par des parents, voire même des entreprises qui nous proposent de créer des écoles privées, d'entreprises ou familiales, bien souvent réservées à une frange élitiste de la population, et c'est quand même pas le projet du mouvement Freinet. Donc on continue quand même, tout en étant critique, plus que critique, combatif dans l'éducation nationale, à défendre un service d'éducation publique. Très bien, merci. Avant de laisser la parole et les questions au public, Monsieur Jobert, j'aimerais vous poser une question qui inclut une dynamique qui m'est personnelle et qui m'a intrigué par rapport à vos propos. Je suis investi dans une association qui travaille avec des enfants souffrant du syndrome de l'état de stress post-traumatique, notamment les enfants victimes d'attentats. J'ai le sentiment, en vous entendant tous, que la pédagogie Freinet semble être capable d'inclure et d'intégrer plus aisément ces enfants dans une dynamique sociale d'intégration, d'éducation, puisque vous avez dit que Freinet a lancé une école qui a intégré très vite des orphelins et donc des enfants traumatisés par la guerre. Est-ce que c'est juste ? Oui, Freinet le dit. Quand on a fait du théâtre avec ces petits Marseillais qui étaient
victimes qui étaient à la rue, etc., qui faisaient des clowneries, qui rigolaient de leurs clowneries, mais qui, peu à peu, ont compris que leurs clowneries, lorsqu'elles étaient intégrées avec un apprentissage, devenaient les bases du théâtre. Eh bien, l'enfant se reconstruit. Et ça, Freinet, il le dit, il a vécu, et il dit c'est merveilleux de voir ces enfants qui tout d'un coup renaissent à la vie comme ça. Je trouve ça fondamental, puisque c'est un énorme tabou, mais les statistiques officielles européennes, c'est un enfant, par exemple, sur 5 qui subit des abus sexuels en Europe. Donc il y a quand même là beaucoup d'enfants concernés par le traumatisme et qui pourraient, à travers un mouvement Freinet, pouvoir être mieux accompagnés. Oui, monsieur Mérieux. Oui, juste un mot pour compléter ce qui vient d'être dit. Une des choses qui plombe le système éducatif français, c'est ce que nous appelons, nous autres universitaires, la forme scolaire. La forme scolaire, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par Jules Ferry, mais bien avant, par Guizot, 50 ans plus tôt, quand Guizot a supprimé l'enseignement mutuel qui existait, où les élèves s'entraidaient entre eux, pour imposer l'enseignement simultané, calé sur les principes de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Cet enseignement simultané, son principe est simple, 20 à 30 personnes du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Cette forme scolaire-là, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le ciel des idées. Il n'y a pas un dieu de la pédagogie ou de la scolarité qui aurait dicté cela sur un mont du Sinaï, de toute éternité. Les classes feront 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. C'est un choix politique d'un homme politique particulier, François Guizot, qui cherche d'abord à museler le peuple et à gouverner les esprits, comme il dit, puisque la grande affaire de Guizot, c'est le gouvernement des esprits. Bon, ce n'est pas rendre chacun capable de penser par lui-même, c'est de gouverner les esprits. Donc il impose une forme scolaire. Et cette forme scolaire est devenue quasiment l'essence de l'école dans la tête des gens. C'est-à-dire que les gens, pour eux, l'école, c'est 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, sous l'autorité du maître. Or, la grande affaire de l'éducation nouvelle, à partir de 1921, c'est de dire non. Ça, c'est une forme historiquement datée et périmée. C'est une forme qui exclut, parce que précisément, ceux qui ne se retrouvent pas et qui ne marchent pas au pas dans cette forme scolaire, eh bien, on va les dériver. C'est un système de dérivation systématique, dérivation-exclusion. Et la grande affaire de l'éducation nouvelle, c'est de repenser cette forme en faisant ce que Jean-Charles a décrit tout à l'heure, en proposant des modalités beaucoup plus souples, des systèmes, des élèves font des exposés, s'entraident entre eux, les plus grands vont aider les plus jeunes, une classe va faire un exposé à une autre, à certains moments on va les regrouper selon des besoins, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut intégrer les enfants que vous dites. On ne peut pas les intégrer dans un système homogène où on marche à la cravache, 25 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, et puis si tu ne marches pas, si tu ne fais pas la même chose en même temps, au même rythme que les autres, tu t'en vas. Tu vas ailleurs, il y a des classes spéciales pour toi, il y a des endroits où on va te recycler, ou tout ce que tu veux. Non, le principe de l'éducation nouvelle, c'est inventons des formes scolaires, comme celles que Jean-Charles a décrites tout à l'heure, qui sont des formes qui permettent à ces enfants-là, aux enfants en grande difficulté, de trouver leur place. Et je voudrais dire une chose à propos de ce que nous vivons actuellement, du Covid. Je suis frappé, je vais un peu dans les écoles encore quand même plutôt beaucoup, par une sorte de fragilité psychique de nos enfants aujourd'hui. Il y a une fragilité psychique. Ils ont vécu un événement qui les a traumatisés tous. Hein, et même sortir dehors et voir que des adultes masqués, ce n'est pas facile pour eux. Or, ça rend l'apprentissage difficile. Pourquoi ? Parce que ce que nous savons de l'apprentissage en termes de recherche, c'est qu'il y a une variation en sens inverse entre la stabilité psychique et la stabilité intellectuelle. C'est-à-dire que pour accepter d'être déstabilisé intellectuellement, et l'apprentissage, c'est d'être déstabilisé intellectuellement, il faut être stabilisé psychologiquement. Quand on n'est pas stabilisé psychologiquement, on ne peut pas être déstabilisé intellectuellement.
on va au contraire se précipiter vers des certitudes faciles ou vers des choses qui ne vont pas permettre d'apprendre et de découvrir des éléments nouveaux. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, à court terme, c'est de prendre en charge et d'accompagner tous ces jeunes fragilisés psychologiquement, de les entourer suffisamment, de prendre soin d'eux suffisamment pour qu'ils puissent entrer dans des apprentissages où ils seront déstabilisés intellectuellement. Parce que la stabilisation affective et psychologique est la condition de la déstabilisation intellectuelle. Pour entendre que les choses ne sont pas aussi simples que ça, que ceci, que cela, il faut avoir un environnement que les psychologues appellent sécure. Et je crois que pour beaucoup de collègues aujourd'hui, et je me fais leur porte-parole ici, et j'espère que vous interviendrez dans ce sens ou dans un autre tout à l'heure, pour beaucoup de collègues aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de réussite scolaire dans la prise en charge de cet accompagnement pour aider nos enfants à retrouver un équilibre sur le plan psychique qui leur permette d'entrer dans des apprentissages. Et je pense qu'on sous-estime cela au niveau de notre ministère et de nos décideurs. Je me demande bien ce qu'on entend par élève de même niveau. Alors là, j'avoue que... Comment ? Complètement, oui. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Alors, on va passer directement à la deuxième question, parce que la première est la plus redoutée. Hein, donc, si vous voulez bien, voilà, madame. Non, vous avez un micro qui arrive là. Bonjour. Vous nous l'avez tous dit, l'école aujourd'hui n'est pas adaptée à tous les enfants. Que pensez-vous des annonces de notre président qui veut notamment supprimer l'instruction en famille, dont beaucoup d'écoles renvoient des élèves sans solution, notamment les enfants différents dont vous avez parlé, monsieur. Et que pensez aussi de ce qui va arriver aussi sur les écoles hors contrat, qui vont être très limitées, notamment dans leur liberté pédagogique? Surtout, gardez votre enthousiasme pour vous. Hein. Je veux bien répondre, mais je ne fais qu'exprimer un point de vue personnel qui peut évoluer. Moi, je crois que l'école, c'est pas seulement un lieu fait pour apprendre, c'est un lieu fait pour apprendre ensemble, apprendre dans la diversité, apprendre à rencontrer l'altérité, apprendre à rencontrer d'autres enfants qui n'ont pas la même histoire que moi, les mêmes référents que moi, qui ne viennent pas nécessairement du même milieu sociologique. À ce titre, je pense que le projet de l'école publique, c'est bien, et c'est quelque chose que je partage tout à fait, celui d'un creuset social, et d'une certaine manière, je vais pousser le bouchon un peu loin, si on me prouvait qu'en mettant chaque élève devant un ordinateur séparément dans sa chambre, il apprendrait plus vite et mieux à lire, écrire, compter, la géographie, l'histoire, etc., je préférerais un système où il apprend moins vite et moins bien, mais où il apprend avec les autres, par les autres, et où il découvre la coopération et la solidarité avec les autres. Alors, ceci étant dit, ça me permet de dire que j'estime qu'un certain nombre d'écoles privées, et en particulier hors contrat, relèvent plus de l'entre-soi que de cette découverte de l'altérité. Ça me permet de dire aussi, bon, m'excuse, hein, je ne cherchais pas à me faire applaudir, hein, je pensais plutôt me faire huer, mais ça me permet de dire aussi que l'instruction en famille peut être légitime dans des cas extrêmes, hein, mais qu'elle me paraît pas une solution au sens de quelque chose qui pourrait se systématiser et qu'il faudrait encourager. Les États-Unis l'ont fait avec le homeschooling. Les résultats sont catastrophiques en termes d'intégration sociale. Catastrophiques, absolument catastrophiques. Vous savez qu'en France, il faut être clair sur cette question-là, hein. Juridiquement, vous avez le droit de pratiquer l'instruction en famille en le déclarant. Mais vous n'avez pas le droit, si vous êtes 2-3 parents qui pratiquent l'instruction en famille,
d'embaucher ensemble un enseignant ou un jeune étudiant de mathématiques parce que ce serait considéré comme une ouverture d'école déguisée. Aux États-Unis, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, 3 parents ou 4 parents ou 5 parents qui veulent déscolariser leurs enfants peuvent louer un garage, embaucher 2 étudiants ou 3 étudiants, les payer et pratiquer une scolarité de ce type. Donc en France, il y avait, puisque la loi va peut-être changer, il y avait une limite. Moi, j'estime que cette limite était nécessaire pour éviter ces phénomènes d'entre-soi. Et j'ai plutôt tendance à dire, et je ne suis pas suspect de sympathie particulière par rapport au ministre de l'Éducation nationale actuel ni au président de la République, que le fait de limiter l'instruction en famille au strict minimum et aux problèmes de santé est une bonne chose. Voilà. À condition, et c'est là où évidemment vous allez me dire, c'est peut-être pas facile à faire, à condition que l'Éducation nationale fasse un effort de son côté pour prendre en charge les enfants qui sont en grande difficulté dans les classes habituelles, à condition que l'Éducation nationale prenne plus en compte les aspirations d'un certain nombre de familles pour une éducation plus proche de la nature, pour une éducation plus centrée sur l'autonomie et la créativité, à condition que l'Éducation nationale évolue. Voilà. Donc moi, je suis favorable à l'obligation de l'école et pas simplement à l'obligation de l'instruction en tant que creuset social et rencontre d'individus venant de différents lieux. Je suis plutôt défavorable à l'école privée hors contrat et à l'instruction en famille, mais je ne stigmatise pas individuellement les personnes qui font ce choix. Je dis souvent les personnes qui font ce choix le font parce que l'Éducation nationale n'a pas fait suffisamment l'effort pour les accueillir. Voilà. Alors, peut-être il y a d'autres cas. Hein. Il y a le cas, effectivement, de la radicalisation islamiste. Moi, j'ai tendance à penser que nous ne savons pas ce que ça représente sur l'IEF, sur l'instruction en famille, et que c'est probablement assez minoritaire. Bon. Mais travaillons à ce que l'Éducation nationale soit plus accueillante et qu'elle soit plus accueillante, y compris aux élèves différents sous toutes les formes de différence, et qu'elle accepte d'investir un peu pour l'accueil de cette différence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Diminution, voire suppression des RASED, diminution, voire suppression des auxiliaires de vie scolaire, diminution, voire suppression des psychologues scolaires, de la médecine scolaire, etc., etc. Donc, travaillons à ce que l'Éducation nationale soit plus accueillante et faisons en sorte qu'elle devienne suffisamment attractive pour ne pas inviter les personnes à des replis sur soi claniques qui me paraissent contraires avec l'idéal que j'ai, moi, de l'école de la République. Donc, je suis plutôt favorable si on travaille à ça, si on travaille à la mixité sociale. Or, les chantiers d'ouverture de la mixité sociale qui avaient été mis en place par le précédent gouvernement, ils n'étaient pas extraordinaires, mais il y avait 5 académies expérimentales et il y avait un travail qui est fait. Tout a été arrêté. Tout a été arrêté. Dans une ville comme Toulouse, où il y avait un énorme chantier en matière de mixité sociale et où il y avait déjà un travail extrêmement intéressant qui avait été fait sur les collèges, tout a été arrêté par le ministère actuel. Donc, il faut là que nous fassions entendre de la voix pour dire oui, d'accord, peut-être que l'école obligatoire, c'est bien, mais vous aussi, il faut maintenant que vous repreniez avec nous le combat pour toute une série de choses. Et là, peut-être qu'il faut élever beaucoup la voix parce qu'il semble quand même être relativement sourd sur cette question-là. Hein. Se diriger. Oui, enfin moi je voudrais juste donner 2-3 autres éléments. En tant que militant du mouvement Freinet, moi le combat que je préfère mener, c'est le combat pour une école publique ouverte à toutes et tous. Une école publique dans laquelle les parents sont réellement pris en compte et pas simplement dans des textes qui sont mis au placard dès qu'ils ont été écrits. Donc une école ouverte à la vraie vie. Une école qui est une école de la coéducation, parce que accueillir des enfants à l'école, c'est pas simplement accueillir l'enfant. C'est accueillir l'enfant dans toute sa globalité, toute son histoire. C'est accueillir sa famille. C'est avoir d'autres relations avec les personnels de service, les associer à la vie de la classe.
c'est avoir d'autres relations avec les personnels d'animation. Ce n'est pas des choses à côté qui se passent, c'est vraiment tout un ensemble. Donc, les annonces de M. Macron et de M. Blanquer, je veux dire, elles sont aussi essentiellement destinées à masquer la réalité de l'école publique aujourd'hui. Je veux dire, c'est peut-être sur ça qu'il faudrait se battre réellement, comme tu l'as évoqué, Philippe, juste avant. Je veux dire, pendant qu'il fait ça, effectivement, là, depuis, on a des médias qui se mettent en place, qui disent oui, c'est scandaleux, ces pauvres écoles, l'instruction à la famille, on empiète, etc. Mais pendant ce temps-là, l'école publique, elle est attaquée et détruite pan à pan. Donc, est-ce qu'on veut se retrouver dans quelques années avec un service d'éducation publique qui garderait que les cas très difficiles, et puis une marchandisation de tout le reste? Je veux dire, c'est peut-être ça le vrai débat à avoir derrière. Et on est bien avancé dans cette destruction-là. La marchandisation de l'école, c'est pas du cinéma de gauchistes, d'enseignants et d'enseignantes. Non, non, c'est une réalité. Des pans entiers de l'école sont vendus à des institutions privées, à des grandes sociétés qui nous détruisent tout. Et avec le Covid et la crise derrière du Covid, on s'aperçoit que tout est marchandisé. On vient de s'apercevoir, par exemple, que faire l'école dehors, c'est pas mal. Bon, moi, ça me fait marrer. Je veux dire, en 1922, Célestin Freinet, il a mis en place le concept de classe promenade vers l'étude du milieu. Aujourd'hui, on nous dit il faut aller dehors. Sauf que dans les faits, ce qui est proposé dehors, c'est sortir sa classe et avoir un enseignant ou une enseignante qui fait classe. Prof, cours. C'est pas aller réellement sortir, se poser des questions, les verser au pot commun, s'enrichir collectivement, créer une culture commune. Non, non, c'est pas ça qui est fait. Ou alors c'est la version marchande. Je veux dire, là, je regardais sur Internet il y a 2-3 jours ce qui se passait autour de nous dans l'éducation. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'officines privées qui viennent faire des formations pour des enfants qui seraient en mal de nature, etc. Mais franchement, dans ces cas-là, c'est pas la peine d'aller là. Moi, je vous conseille plutôt de mettre vos enfants en centre de vacances chez nos camarades des CMA. Et là, ils verront ce que c'est que la découverte du milieu, l'étude du milieu, la sortie, etc. Et la coopération et l'entraide. Donc, moi, je pense que réellement, le combat à mener, il est pour une autre école publique. Un service d'éducation publique qui va même au-delà de l'école, qui englobe la petite enfance, etc. Alors, il y a une dame dans l'ombre pour nous, là, donc on va lui donner la parole. Puis après, il y a 2 personnes là. Oui, simplement, je voudrais apporter mon témoignage qui recoupe un peu tout ce qui a été dit. Vous allez voir que j'ai un âge certain, puisque dans les années 50, j'étais dans une école primaire Freinet. Et il y avait, je suis très émue parce que je revis tout ça, nous avions en classe les tables regroupées par groupe, et donc nous travaillions ensemble, nous échangions, nous correspondions avec des classes. Moi, j'habitais à Albi et une classe à Montpellier. Et nous avions l'imprimerie et les petits caractères, je ne sais pas si certains connaissent, et nous faisions notre journal. Tous les arts étaient accueillis dans l'école, naturellement, du théâtre, de la poésie, des textes libres, enfin tout ce que vous avez dit là. Et donc il en est ressorti naturellement tout tourné autour de ces valeurs d'échange, d'autonomie, de responsabilité. Et j'ai été naturellement très marquée par toutes ces valeurs que j'ai essayé ensuite de vivre. Et j'ai rencontré, donc je me suis dirigée vers les centres de vacances et j'ai rencontré les CMA, où j'ai été d'ailleurs militante pendant de nombreuses années. Et je peux vous dire que j'ai vécu, je n'avais pas choisi d'être enseignante, mais de m'intéresser au centre de vacances. Et pendant 24 ans, dans mon centre de vacances, nous avons pratiqué toutes ces activités de méthodes actives. C'est-à-dire que l'enfant choisissait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous connaissez, mais le sujet qui nous intéresse, je pense, c'est que l'on peut le vivre aujourd'hui. Si moi je n'ai pas été enseignante, j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui sont enseignantes, et l'une, comme vous l'avez dit, peut avoir la liberté dans son école de pratiquer ces méthodes-là, c'est-à-dire que à sa mesure, puisqu'il y a toutes les contraintes que vous connaissez, elle les a comme tout le monde. Mais dans sa classe, elle a un vivarium, elle a un aquarium, elle fait des études du milieu humide, du milieu marin, du milieu de la rivière. Elle arrive à faire tout ça. Elle est heureuse et je crois que ses enfants aussi. Donc je crois que c'est possible puisqu'elle le fait ici dans la région. Et moi, en tant que citoyenne,
je m'aperçois que toutes ces méthodes, j'abrège un peu parce que je voudrais aller au but aussi, que toutes ces méthodes qui sont basées sur ces valeurs d'autonomie, de responsabilité, d'ouverture à d'autres, dans notre vie citoyenne et en tant que parents, elles seraient aussi à mettre en place. Parce que moi, j'ai toujours vécu ça, et ce qu'on m'a dit, mais oui, mais ces méthodes-là, ça fait des enfants rois. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. À l'école, ce sont les contraintes, donc il faut les apprendre à être contraints. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants, on s'arrêterait à l'enseignement, mais moi, je m'adresse aux parents. Il faut vraiment qu'on soit empreint de ces valeurs pour les vivre au quotidien et les faire vivre si on veut arriver à tout ce que disait monsieur tout à l'heure, faire un monde nouveau. Voilà. Je propose tout de suite de prendre les deux interventions des deux questions courtes, j'espère, je le souhaite toujours. C'est là-bas. Bonjour. Je m'excuse si c'est une question qui a été déjà traitée parce que je suis arrivée un peu en retard. Mais j'aimerais avoir une réponse à une question qui me tourmente un peu. Moi, j'ai 2 enfants qui sont en bas âge aujourd'hui et je pense que on vit aujourd'hui un énorme changement, basculement dans la façon dans laquelle l'humanité vit. Et je me pose la question, est-ce que l'école qu'on a aujourd'hui, à laquelle mes enfants ils vont assister, est-ce qu'elle va vraiment les préparer pour l'avenir, dans un monde où ils devront vraiment être beaucoup plus actifs, créatifs, adaptables, résilientes. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut vraiment changer l'école publique pour que ça soit le cas? On va prendre la question de la personne devant. Je crois qu'il y avait une personne devant. Voilà, devant. Le micro arrive. Bonjour. Moi, je suis éducatrice à l'école Montessori de Montsartou, des Pouces-Verts. Donc, je suis dans une école privée, donc hors contrat. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la marchandisation de l'école, moi, je ne comprends pas comment on fait de l'argent avec l'école. Parce que nous, on est une association, on gagne tous autour du SMIC, on est tous très investis au niveau horaire. Il y a une partie du comité d'administration qui est bénévole et nous ne gagnons toujours pas d'argent. Donc, on est une association à but non lucratif. Donc, je ne comprends pas en fait comment ça pourra s'organiser, cette marchandisation. C'est vraiment un mystère pour moi. Donc, je ne sais pas si vous avez compris comment. C'est peut-être plus économiser de l'argent, mais en gagner, en faire comme une entreprise privée classique, je ne vois pas très bien. Est-ce que vous voulez réagir à ces deux remarques, changer le ministère de l'Éducation et puis cette incompréhension? Moi, je veux bien essayer de porter 2-3 éléments à la question comment changer l'école publique aujourd'hui. C'est un vaste problème. Les solutions, elles doivent peut-être exister, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elles seront multiples. Il y a un vrai travail de l'intérieur à mener, au niveau des enseignants, des enseignantes, des syndicats enseignants aussi. Donc, un vrai travail de reconquête de la formation, parce que ça... sans formation, effectivement, on va avoir des enseignants et des enseignantes qui vont démarrer dans le métier sans avoir suffisamment de billes pour travailler. Mais pas une formation simplement sur les aspects pratiques, mais aussi une formation sur qu'est-ce que c'est qu'être enseignant ou enseignante aujourd'hui, quels sont nos rapports avec la société, quelle est la place et le rôle de l'école. Parce que si on fait ça, effectivement, les enseignants et les enseignantes qui sont sur le terrain, ils accepteront peut-être pas... de manière presque servile pour certains, les injonctions et l'autoritarisme de nos ministères. Je veux dire, c'est aussi une responsabilité de la part des parents et des fédérations de parents d'élèves. Je veux dire, est-ce que, en tant que fédération de parents d'élèves ou en tant que parents individuellement, on accepte
de voir une école dans laquelle les enseignants sont pas très bien formés, de moins en moins formés, dans laquelle on leur dit que leur enfant va être accueilli, quels que soient les problèmes qu'il peut avoir. Donc ça, c'est quand même une avancée de pouvoir accueillir des enfants quels qu'ils soient, sauf que derrière, on n'a ni la formation, mais ni les moyens. Donc il y a quand même de vrais problèmes. Donc il y a un vrai travail à ce niveau-là. Et puis un vrai travail aussi de reconquête politique, et pas simplement en allant voter, mais en redébattant de ces choses-là. Je veux dire, donc en fait, tout reste à faire. Mais il y a quand même des choses qui se passent. C'est peut-être sur ça qu'il faut s'appuyer, quoi. Je veux dire, et aujourd'hui, avec l'école comme on la vit, masquée, avec beaucoup d'incertitudes, de pression sur les enfants, sur les familles et sur les enseignants, il y a des espaces de débat qui peuvent peut-être réellement s'ouvrir et sur lesquels il faudrait s'engouffrer. Mais c'est vrai que moi, l'impression que j'ai quand même, c'est qu'on est dans un pays très, très sage. Très, très sage. Je veux dire, on râle, on s'aperçoit de trucs, on cherche des solutions parfois très individualistes, mais il y a des choses aussi à reconquérir collectivement et parfois, y compris chez les enseignants et les enseignantes, même devant un inspecteur ou une inspectrice de l'éducation nationale, il faut dire non. Hein. Il faut dire non, refuser de faire certaines choses. Je veux dire, quand on voit par exemple que le ministre parle de l'école, je reprends cet exemple-là parce qu'il me paraît significatif, de l'école à l'extérieur, et puis que des collègues demandent à faire une sortie aujourd'hui et qu'on leur dit « Ah non, non, vous sortez pas ». Alors je veux dire, moi je pense que là, les parents, ils devraient aussi dire non, on sort, ils devraient accompagner la sortie, enfin ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui travaillent et qui ne peuvent pas se libérer, mais les enseignants devraient le faire quand même. Je veux dire, à un moment donné, et c'est vrai que c'est en débat, la désobéissance, elle est urgente et nécessaire. Par rapport à la deuxième intervention. Oui, moi j'insisterai sur un point par rapport à ce qu'a dit Jean-Charles, c'est sur l'impératif d'une véritable alliance entre les parents et les enseignants aujourd'hui pour effectuer ce changement. Alors, j'ai entendu proposer ici ou là la réunion d'une convention citoyenne pour l'école sur le modèle de celle pour le climat. Moi, je n'y suis pas hostile en soi. Il faudrait quand même qu'à ce moment-là, on soit certain que le gouvernement ne s'assoie pas sur les conclusions de cette convention citoyenne comme il s'est assis sur les conclusions de la convention citoyenne sur le climat. Mais en attendant, partout où c'est possible, je pense qu'il faut casser un mouvement que le ministre utilise et exploite honteusement, qui est de laisser entendre aux parents que les enseignants doivent être suspectés, qu'il faut leur proposer des procédures standardisées qui garantissent systématiquement les résultats de leurs enfants, etc., etc. Il faut casser cette suspicion réciproque qui est entretenue par le pouvoir politique entre les enseignants et les parents pour avoir une véritable alliance qui sera, je crois, forte. Alors, sur la question des sorties, Jean-Charles a raison, hein, tous les mouvements d'éducation populaire et pédagogique demandent depuis la rentrée une circulaire autorisant les sorties en extérieur, compte tenu en plus de la situation sanitaire. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas et en plus, les cadres intermédiaires interdisent des sorties au prétexte divers, alors que celle-ci s'imposerait. Alors sur la question concernant l'école Montessori, moi je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. Je n'ai pas d'hostilité a priori contre la pédagogie Montessori. Je fais partie de ceux qui ont contribué à la faire connaître à une époque où elle n'était pas encore à la mode, entre guillemets, où elle ne faisait pas la une des magazines et où elle n'était pas récupérée par tout un courant quand même assez suspect du développement personnel et de tout ça. Donc, je crois que Maria Montessori a eu quelques intuitions très fortes. Maintenant, il y a de vrais désaccords entre Célestin Freinet et Maria Montessori sur la nature du matériel, sur la nature des interactions entre pairs, etc., qui sont des désaccords pédagogiques qu'il faut regarder en face et sur lesquels on peut aussi avoir un point de vue clair. Pour ma part, je serais plutôt aujourd'hui du côté de Célestin Freinet et du mouvement Freinet que du côté, alors je ne dirais pas de Maria Montessori, mais de la mouvance montessorienne que je trouve très souvent récupérée quand même par le commerce. Quand
on voit la chaîne Nature et Découverte, par exemple, labelliser ses produits, y compris parfois certains vêtements, méthode Montessori, on peut quand même s'interroger sur le caractère merchandising de cela. Et ce qui me préoccupe derrière ça, mais qui ne touche pas, évidemment, qui n'est pas une suspicion à l'égard des collègues, qui est une inquiétude plus globale, c'est que la mise en avant d'une certaine forme de pédagogie Montessori caresse dans le sens du poil un certain individualisme et parfois même certaines réactions un peu d'entre-soi, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Mais ça ne met pas en cause les collègues en particulier, ça met en cause une espèce de, comment dire, de mouvement de société qui se réfugie derrière le développement personnel pour ne pas prendre en compte les questions économiques, politiques et sociales et qui enjoint chacun à faire son bonheur par la méditation, le bio et la tisane réunis, plutôt qu'à transformer le monde. Alors, je suis ni contre la méditation, ni contre le bio, ni contre la tisane. Je suis contre l'exhortation à une espèce de philosophie du bonheur individuel où chacun se sauverait soi-même à travers un certain nombre de techniques dites du développement personnel au détriment d'une solidarité sociale et politique qui me paraît nécessaire pour changer le monde. Et donc, je dis simplement, il y a aujourd'hui, et je le regrette, une confusion qui est en train de s'installer entre ce mouvement du développement personnel et toutes ces dérives auxquelles nous assistons et la pédagogie Montessori. J'espère que les Montessoriens authentiques prendront leur distance avec ça et sauront très clairement expliquer qu'ils n'ont rien à voir avec cette exploitation commerciale de l'individualisme. Voilà. Mais si je me permets de dire ça, encore une fois, c'est pour parler assez globalement, et ça n'est en rien une accusation, ni à l'égard des collègues, ni à l'égard des familles qui choisissent évidemment la pédagogie Montessori. Ça explique peut-être effectivement une certaine forme d'inquiétude que certains peuvent avoir à l'égard de cela. Mais je vous laisse bien volontiers reprendre la parole. Alors, il reste 5 minutes pour vous dire, parce qu'il y a un débat à 14h, donc il reste 5 minutes. Levez le bras. Ah, c'est pour répondre. Et il y aura monsieur. Attendez, le micro arrive, madame, le micro arrive. On ne vous censure pas, non, vous allez pouvoir réagir. Le micro arrive, il arrive toujours, il arrive, voilà. Non, moi, ma question, c'était comment on fait de l'argent avec l'école ? On n'entend pas comment on fait de l'argent avec l'école ? Comment on fait de l'argent avec l'école ? Parce que souvent, on accuse les écoles privées hors contrat de faire de l'argent, mais en fait, on n'en fait pas. Et nos objectifs, ils sont exactement les mêmes que dans une école Freinet. L'entraide, la coopération, etc. On n'est pas du tout dans ce dont vous parlez, excusez-moi. Franchement. Nous, notre rêve, c'est de devenir une école publique. C'est vraiment pas de cultiver l'entre-soi. Au contraire. Franchement. Très bien, vous avez répondu. Moi, je ne me prononcerai pas. Par contre, il y a 2 personnes, donc on ne prendra que 2 personnes, s'il vous plaît. J'espère que c'est court. Je redoute toujours les dernières minutes, mais monsieur et monsieur là-bas. Bonjour, moi je suis prof. J'ai toujours été professeur en lycée ou après bac. Moitié de ma carrière prof de lettres en lycée, l'autre seconde partie en BTS audiovisuel. Le premier obstacle que j'ai rencontré, au second degré donc, en lycée, c'est quand même le rapport de mes collègues au savoir et en particulier à la vérité. Alors, je pense que lorsqu'on a fait 5 ans, 6 ans d'études dans une discipline, on sait tout sur cette discipline et on est payé pour la transmettre. Y compris pour dire que le précédent n'était pas forcément bien formé puisqu'on ne sait pas tel théorème, on ne sait pas tel domaine. Donc, le principal... Il y a l'État, bien sûr, ça je ne vais pas, mais le principal obstacle pour nous, c'est quand même les collègues. J'étais dans des lycées de 200, 220 profs. Vous en avez 5 ou 6 qui viennent voir ce que vous faites et qui sont intéressés. Les autres vous tapent dessus, font des délégations syndicales chez le proviseur pour que vous puissiez faire autre chose que des devoirs de vacances.
Ceci dit, lorsqu'on a des problèmes, et ça répond peut-être à votre question de tout à l'heure, lorsqu'on a des problèmes avec certains élèves, on n'oublie pas de vous les refiler, les délinquants, tout type de handicap, traumatisés et autres. Et là, je peux vous dire qu'on obtient des résultats, on leur fait passer le bac, alors qu'autrement, ils n'avaient aucune chance. Parce que ce qui nous permet de survivre, et ce n'est pas un argument pour les pédagogues freinés, bien sûr, mais c'est nos résultats. Parce que lorsqu'on a des gens, aussi bien adultes, parce qu'après c'était des adultes que j'avais, motivés, ils réussissent. Si j'ai encore une petite seconde, alors une seconde, un autre aspect de la pédagogie Freinet qui me paraît très important, qui était souligné par Jean-Pierre, c'est la question de l'adaptation. Freinet s'est adapté dans les prisons, a fait pour la première fois de l'enseignement adulte, a fait du théâtre avec des adultes, a fait faire des textes libres sous dictée, puisqu'il ne savait pas lire ni écrire, sur des cahiers d'écoliers, et on a retrouvé tout ça. Une partie n'a pas encore été diffusée, ce sont des inédits. Et enfin, ma dernière intervention, parce que si je m'occupe d'archives, je m'occupe également d'Internet, et je suis absolument effaré de voir l'usage qui peut être fait de cet outil aujourd'hui pour faire du magistral, et du magistral national, alors qu'on peut utiliser l'outil tout à fait autrement, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dès le début du confinement, en laissant la parole aux enfants, aux élèves eux-mêmes, et en travaillant exactement de la même façon en pédagogie Freinet, à partir de cet outil et à partir du téléphone en particulier, puisque tout le monde en a. Voilà, c'est très bref, mais c'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur. Merci pour la pertinence de votre abandon de la dernière question. Merci beaucoup pour votre attention. Messieurs, merci, c'était vraiment très vivant et très intéressant. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, alors, si vous pouvez conclure, mais très court. Moi, j'ai envie de conclure sur un point qui me tient à cœur pour une raison à la fois personnelle et de fond. Je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés cet été au mois d'août, Bernard Stiegler, dont j'ai été très proche, parce qu'il m'a permis de redécouvrir cette vérité essentielle qui me semble au cœur de nos débats et de tous les débats de cette rencontre pour le nouveau monde. C'est qu'il y a deux types de biens dans notre société. Il y a ceux qui sont épuisables, et ces biens épuisables, nous nous battons parfois pour en récupérer quelques débris, et cela nous met dans une concurrence acharnée, dans une lutte effroyable les uns avec les autres. Et puis il y a les biens inépuisables, que sont les connaissances, les savoirs, la joie d'échanger et de transmettre. La caractéristique des biens inépuisables, comme le savoir, c'est que quand on les transmet, eh bien, on en est encore plus riche. Et quand on les prend, on n'en prive pas les autres. Et donc, pour moi, la question scolaire est profondément liée à la question écologique parce que c'est la même question. C'est de savoir si nos enfants trouveront leur plaisir dans la chasse aux derniers débris de l'épuisable ou s'ils sauront trouver du plaisir dans le partage de ce qui est inépuisable, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, les œuvres, la fête quand elle est belle. Et ça, c'est quelque chose qui nous met devant un carrefour que je crois fondamental et déterminant et qui fait que nous avons besoin d'une éducation nouvelle pour partager l'inépuisable plutôt qu'une éducation ancienne, je dirais pas traditionnelle, qui ne forme les gens qu'à la consommation compulsive de l'épuisable. Voilà. Et je pense que ça, c'est fondateur.